Je suis Bassekou Djabi, fondateur de Starter Productions, qui est l'une des branches du groupe Maison Djaber. Avec le poids de son histoire sur le dos, qui divise les concitoyens et est souvent source de conflits, la Guinée est un pays riche en ressources naturelles, considéré comme scandale géologique au vu des conditions de vie de sa population. Avec toujours pour souci d'impacter, à travers son activité, Starter Productions lance avec Bambo Girassi, ici en Guinée, pour vous éclairer sur des faits marquants de notre société. Comme on dit, celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce autre numéro de votre émission ici en Guinée. Nous allons continuer notre balade, notre périple pour s'intéresser aux faits sur la Guinée, mais aussi aux grands hommes de la Guinée. La Guinée a connu de très grands hommes, des hommes politiques, des grands militaires, des guerriers, mais aussi des grands savants, des religieux. Et aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons parler d'un grand homme, Karan Serou Yelali, d'autres l'appellent Karan Serou Yelali Koulia. Nous n'allons pas parler de cela tout seul parce que nous serons accompagnés d'un grand intellectuel, d'un docteur qui a eu à écrire un livre sur ce grand homme. Ce n'est autre que Dr Mansaré Ibrahim qui est notre invité pour ce numéro de Ici en Guinée. Il est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Très heureux de vous avoir dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Donc je le disais tout de suite, vous êtes un grand intellectuel. Quand on regarde votre parcours, vous êtes titulaire de plusieurs diplômes, vous êtes titulaire de doctorat, vous avez bénéficié de plusieurs privilèges, en tout cas universitaires. Merci. Mais on va vous laisser vous présenter vous-même, un peu parler de votre parcours pour les nouveaux téléspectateurs qui nous suivent, qui ne connaissent pas forcément qui vous êtes. Merci, il est très difficile de parler de ce soir. Je me fais devoir, comme vous l'avez sollicité. Je suis effectivement docteur Ibrahim Mansaré. J'ai décroché un grade de doctorat à l'université Mohamed V de Rabat, titulaire de 3 masters et d'autres diplômes, surtout aussi du côté des finances, la civilisation, linguistique et la littérature. Donc, je suis de parcours franco-arabe, arabophone de formation, de cursus. J'ai effectué mes études ici, comme au Mali, au Niger et également au Maroc. Donc, vous êtes l'exemple type du contraire de ce que les gens disent de l'école franco-arabe en Guinée. Parce qu'à un moment, on a même vu le système éducatif mettre le franco-arabe de côté. Donc, on peut dire que ce système aussi peut produire beaucoup de grands intellectuels dans ce pays. Effectivement, je ne suis pas le seul. Nous avons plusieurs jeunes intellectuels issus du parcours franco-arabe qui triomphent aujourd'hui dans les institutions internationales, dans les institutions bancaires et même à travers les universités internationales. Donc, ceci prouve à suffisance que ce diagnostic n'est pas tout à fait fondé, qu'il va de mauvaise foi ou de la méconnaissance de la réalité du terrain. C'est vrai, il y a beaucoup de carences dans notre système éducatif, mais les meilleurs s'en sortent partout. D'accord. En tout cas, on est très heureux de vous avoir, comme je le disais tout de suite, parce que nous allons particulièrement nous intéresser à un grand homme dont l'histoire n'est pas forcément connue de tous les Guinéens, sauf ceux qui s'y intéressent ou bien sauf sa descendance ou sa communauté. Donc, il s'agit bien sûr de Karan Serou Yelali. Karan Serou Yelali, qui était-il? Qu'est-ce qu'il a eu à œuvrer durant toute sa vie? Qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, d'où l'idée de votre livre d'ailleurs sur la personne de Karan Serou Yelali. Alors, on va vous demander déjà pourquoi avoir pensé à écrire sur un homme comme Karan Serou Yelali. Merci. Qui était-il? Merci vraiment, merci pour l'intérêt. Ici, j'attire votre attention que la Guinée regorge, comme vous l'avez initié ce genre d'émission, ça pourrait permettre de mettre la lumière sur les icônes qui ont marqué l'histoire de l'islam et de la pensée musulmane dans notre contrée. En un mot, quand on parle de Karan Yelali, il faut savoir que Karan est issu d'une grande famille qui regorge de plusieurs intellectuels de génération en génération. On appelle les wali. Que ce monsieur est un grand wali. Son grand-père est wali, son père également est wali. Donc, il est issu d'une ville sainte qui a marqué l'histoire contemporaine de l'islam en Afrique de l'Ouest, qui est peut-être méconnue, mais très connue aussi d'ailleurs par des gens qui s'y intéressent à l'histoire. Quand vous prenez depuis 1800 à 1900, on ne peut pas parler de la science et de la culture islamique en Afrique de l'Ouest, plus précisément dans l'AOF, l'espace AOF, et encore plus clair en Guinée, sans parler de Touba.
Touba qui a été fondé en 1805 par ce grand waliyu qui est Karamogoba Djabi. Donc, qui est passé d'ailleurs dans d'autres régions de la Guinée, à Kankan, au Beila, avant de se retrouver dans le Fouta. Donc, il est le troisième fils de ce grand homme. Ce monsieur est né en 1865. Il a vécu pendant 76 ans à servir Allah et à servir la science. Il était un homme de Dieu. Et par rapport à ce qu'il a pu faire comme efforts intellectuels, les ouvrages, les poèmes et tout ce qui s'ensuit, se résume à plus de 120 ouvrages. Ce grand monsieur. Il a eu plusieurs enfants et ses enfants aussi ont marqué l'histoire. Donc, comme je disais tantôt, il est le troisième fils de Karamogoba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son papa est Aladji Mustafa. La famille aujourd'hui, par exemple, vous prenez Touba, les gens sont répartis par famille. Lui, il revient de Bastafaya. Donc, le papa aussi de son papa s'appelle Mohamed Taslim Al-Awwal. Donc, quand vous prenez ici, ce qui est d'ailleurs particulier sur ce monsieur, c'est que toute sa science, il les a appris chez son papa et chez ses oncles et dans la famille. C'est un cas particulier pour la zone ou le contrée qu'on appelle aujourd'hui Fouta-Touba. Comme Paul Marty le martèle très bien l'islam en Guinée ou le cas de Djakanké, ils disent que Touba habitait plus de 70 000 habitants, dont, comme le dit aussi un autre écrivain, qui dit qu'il y avait à peu près 40 majlis. Majlis, ça veut dire quoi? 40 départements de l'enseignement. Et chaque majlis était géré et quelqu'un qui était chargé de donner des cours, qui avait un niveau intellectuel. Donc, ce monsieur est issu de sa grande famille. Donc, il est clair ici que c'est un grand homme qui est issu d'une grande famille, qui a grandi dans la science. Et donc, il s'est distingué particulièrement par rapport à ce côté wali. Ça veut dire que, tout simplement qu'il était un homme de Dieu, très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après avoir acquis le minimum de connaissances, pour ne pas dire le maximum, il a migré vers la ville qu'on appelle Koubia. Il a été accueilli par ce qu'on appelle Eladji Fodé Mansari. Exactement, en Basse-Côte. Donc, lui, Fouta se trouve dans la région de Fouta, plus précisément dans la préfecture de Gawal. Donc, lui, il a migré. Et ça, quand vous prenez, c'est à partir de 1901. Donc, il y a aussi un autre aspect qu'il faut signaler de cet homme. Tellement qu'il était très proche d'Allah, les colons qui étaient anti-islamiques étaient obligés à un moment donné de faire recours à sa force divine. C'est-à-dire qu'en demandant à lui de les assister à faire de la prière pour que la France puisse sortir gagnant de la deuxième ou de la guerre mondiale. Donc, sur ce, il était venu ici à Conakry, dont même, ce qui est un peu miraculeux, qu'on l'avait demandé de faire la prière. Il a fait sa prière et tout. On a senti que c'est un homme de Dieu et que la grâce d'Allah en train de vrai suite à sa prière, qu'on l'avait octroyé la partie intégrante de ce qu'on appelle le quartier d'Ixine. Il avait dit que sa foi et sa confession n'étaient pas d'y faire ce genre d'acte et de l'accepter. Et surtout, il faut signaler également que ce monsieur, malgré ses ouvrages, malgré ce tout, il n'a jamais accepté de garder quelque chose sans partager. Vous le donnez ici à main droite, il partage à main gauche. Vous le donnez à main gauche, il partage à main droite. Donc, quelqu'un qui avait foi à Allah subhanahu wa ta'ala et ses prières étaient exaucées à la minute, comme on aimait le dire. Et il a eu aussi à faire beaucoup d'ouvrages, surtout la quasi-majorité de ces ouvrages parlaient de ce qu'on appelle as-salat. Ça veut dire quoi? Ce sont des prières spécifiques dédiées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que ces prières peuvent être la porte de tout ce que vous voulez comme bonheur, comme succès, comme la réussite. Donc, il a eu à faire dans ce cadre-là, qu'on peut recenser jusqu'à là, plus de une trentaine d'ouvrages, qu'on peut les résumer. Certains sont en type, quand vous prenez l'écriture arabe, dans la civilisation musulmane, nous avons ce qu'on appelle les poèmes, et nous avons ce qu'on appelle la chair, et ce que nous avons aussi comme nasr. Ça veut dire que c'est la littérature, comme qu'on peut comprendre sémantiquement en français. Donc, ces ouvrages, écrit en arabe. Tout est écrit en arabe. Il était écrivain en arabe, les 100 ouvrages sont en arabe. Donc, ce grand monsieur, au-delà de tout ça, il avait une force. Sa force, c'était quoi? C'était d'être la solution pour la communauté. Il a œuvré pour la communauté, il a œuvré pour la science et il a œuvré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ce qu'on peut dire en résumé sur ce monsieur
qui il est, d'où il est, et surtout aussi il était marié, il a eu beaucoup d'enfants, à peu près 9 garçons si je ne me trompe, il a eu aussi à peu près 9 filles, dont ses enfants aussi ont œuvré pour l'islam, et c'est même ces petits-fils aujourd'hui sont sur ce chemin-là. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à votre question. Voilà, exactement. Alors, vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes, en fait, par rapport à son origine. Exactement. Et par rapport à ce qu'il a eu à réaliser de façon brève. Merci. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que nous sommes en Guinée. Beaucoup ne savent pas que dans une petite partie de la Guinée, il y a eu des grands savants. Kalanciao Irali est issu d'une famille qui est d'un village où il y a plus de 40 et quelques départements d'enseignement scientifique lié à la religion, comme vous le disiez. Exactement. Mais en Guinée, nous ne le savons pas forcément. Oui. Et ce grand homme a eu à écrire des ouvrages. Exactement. Des ouvrages dont nous n'avons pas connaissance. Exactement. On pense que tous les grands intellectuels que la Guinée a connus sont des grands intellectuels qui, seulement en français, mais pas dans les autres langues. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, cette méconnaissance n'est pas due au fait que ces œuvres ne sont pas retranscrites à langue française pour mettre cela à la connaissance du grand public? Effectivement, lorsque je me suis intéressé totalement au parcours de ces grands hommes, et surtout j'ai travaillé depuis mon diplôme de maîtrise à traduire d'abord autour de 25 savants de la ville sainte de Touba, qui ils sont, quels sont leurs ouvrages et tout, je me suis rendu compte qu'il y a un problème historique qui s'impose là. Quand les colons sont venus, ils ont essayé de nous déconnecter de notre réalité, de notre identité, de nos valeurs. Et que dès que la Guinée aussi a eu son indépendance, il y a eu cette rupture brutale entre la France et la Guinée, et que la Guinée a, peut-être on va dire les nouvelles autorités d'alors, se sont plus intéressées à d'autres questions qui n'est pas liées forcément à cela. Au-delà de tout ça, nous avons eu à comprendre que dans les pays voisins, comme le Mali, le Sénégal, ils ont pu valoriser ces savants-là. Quand je vous dis que rien que Touba, on peut identifier plus d'une cinquantaine de savants, tous des écrivains. Et qu'aujourd'hui, il devrait savoir que ces manuscrits, c'est une science. D'abord, il faut les conserver, il faut les protéger, il faut aussi également les traduire et les mettre en valeur. Donc, par rapport à la première question que je me pose ici, qu'est-ce que l'État a pu faire dans ce sens-là? Nous sommes dans une république très malheureusement dont la science n'est pas valorisée. On n'a même pas une bibliothèque nationale digne de nom. Donc ça serait très compliqué qu'on puisse parler de la science. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est que les universitaires de notre époque, ils sont carrément déconnectés de la réalité historique de notre pays. C'est-à-dire que l'histoire de la Guinée, comme Laurent Gbagbo le reconnaissait étant historien, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, que personne ne peut parler de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest sans que vous ne compreniez la langue arabe. Pourquoi? L'histoire de notre zone a été retranscrite en arabe. Donc il y a plusieurs manuscrits à travers la science qu'on appelle la codécologie, qu'on pouvait développer aujourd'hui pour faire savoir qui nous sommes exactement. Si certains présidents se permettent de dire que nous n'avons pas d'histoire, parce que nous-mêmes, nous nous sommes déconnectés de notre histoire. Donc voilà ce deuxième facteur. Troisième facteur qui peut c'est là, ça veut dire que, comme je le disais tantôt, les universitaires se sont carrément déconnectés de notre histoire à travers cette rupture linguistique. Donc, la langue, pour nous, la langue arabe, c'est un frein, mais les colons nous ont déconnectés parce que c'était les arabophones qui s'opposaient à la colonisation. Donc, on parle Al-Mami Samouri Tere, Al-Faya Diallo et tout ceci. Donc, pour eux, il faut faire, je peux vous faire la part des choses ici. Quand vous prenez, à l'époque, qu'est-ce qu'on a fait? Il s'agit d'abord de recruter des arabophones qui parlent l'arabe et les initier en français pour comprendre, parce que l'administration était gérée en arabe. Donc, après cette étape-là, on a créé la rupture. Il était même arrivé à un moment donné, Touba, ils ont été victimes de ça. Il a été même à un moment donné que pour un arabophone, ou qu'on peut dire un cheikh, un ouléma en Afrique de l'Ouest, il faut que tu acceptes que ton enfant parte à l'école française. Donc, il y a eu cette rupture-là. Donc, nous, après l'indépendance, nos universitaires qui sont issus de parcours francophones ou d'anglophones ou de lusophones, pour ne pas dire de rusophones, se sont retrouvés devant des faits qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, quand on ignore quelque chose, ça veut dire qu'on ne pourra pas s'y intéresser pour l'exploiter. Donc, voilà ce qui est là. Et ce qui est très marrant, nous aussi, qu'on a eu la chance d'aller étudier dans les pays arabes, nous ne sommes pas intéressés à ces questions-là. Nous avons plus écrit sur les grands-pères, sur les intellectuels, sur les icônes d'autres. Ce qui est le cas contraire au Nigeria. Ce qui est le cas contraire au Mali. Donc, ils ont eu à faire quoi? À essayer à valoriser ce sens. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous partez même plus précisément, par exemple, au Nigeria, au Sokoto, on dit l'université de Sokoto prend le nom de qui? Ousmane Danfodio.
Ousmane Danfodio, on a des grands savants au Touba qui dépassent Ousmane Danfodio. Je le dis sans me tromper. Mais est-ce que vous avez une université ici qui parle de Karamogoba? Est-ce que vous avez même un lycée qui parle de Karan Sangoum, dont l'UNESCO a célébré? Et qui ont des œuvres. Exactement. En fait, qui peuvent être enseignés. Et que ce monsieur qu'on est en train de parler, que même le canton d'alors ont accepté de coopérer avec lui afin de bénéficier de ses services, sans parler de ces ouvrages-là. Donc, nous sommes un pays dont on devrait essayer de réinstaller nos logiciels, essayer de nous reconvertir d'une autre manière afin qu'on puisse orienter nos centres qu'on appelle les études post-universitaires qu'on peut faire sur la civilisation. Ceci pourrait nous permettre de si mieux connaître et afin de valoriser ces icônes-là qui méritent d'être connues. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un départ? Si par exemple vous êtes intéressé à ce fait, est-ce que ça veut dire que d'autres grands docteurs vont suivre ce même pas pour essayer de retranscrire, je reviens encore là-dessus, ces mêmes histoires-là en langue française? Oui, il y a beaucoup d'efforts, hein. Il y a des petits efforts dans ce sens-là. Effectivement, actuellement, je peux noter ici le professeur Kaba Imran qui a pu donner le résumé de ces gens qu'on peut l'appeler la biographie des gens qui sont retranscrits dans 2 ouvrages très importants au Koweït. Il y a un ouvrage au Koweït ou un travail scientifique au Koweït qui est retranscrit pour de 25 volumes d'où on parle des hommes qui ont marqué l'histoire de l'islam du 19e, 18e et tout ce qui s'ensuit. Donc on a eu à, mais Kramo Yadali ne fait pas partie, mais on a eu à retranscrire d'autres savants, donc comme Kramo Talibi Kaba, Kramo Shad Dalen, Kramo Kran Sankoun, Kramo Kran Koutoubou et autres. Et il y a aussi ce qu'on appelle aussi un autre ouvrage aussi qui est plus de qu'on a retranscrit tous les éléments aussi, dont ce monsieur aussi, ils font partie de là. Mais au-delà de quelques efforts individuels, nous n'avons pas de centre doctoral d'études universitaires qui s'y intéressent à ces questions-là. Moi, personnellement, je me suis intéressé à travers mes propres recherches et qui étaient aussi appuyées par rapport à certains témoignages, certaines connexions avec les descendants de ces grands hommes, qui m'a permis de comprendre que ces hommes-là ont réellement marqué l'histoire de notre pays. Donc, ce que je peux dire ici aujourd'hui, au lieu de parler de la fermeture des écoles franco-arabes, il faut s'y réorienter, réadapter, afin que ces jeunes qui vont se spécialiser dans ce domaine-là. Aujourd'hui, l'université Lyon, par exemple, ils sont en train de travailler sur les manuscrits du Sénégal et du Côte d'Ivoire, du Mali plutôt. Et vous allez trouver aussi qu'aujourd'hui, École normale supérieure de Lyon aussi, il y a un groupe de recherche qui ne s'occupe que ça. Et que le Maroc met des fonds aujourd'hui pour retranscrire ceci. Parce que ce qui est très mal connu, les ouvrages de Touba se trouvent aujourd'hui au Sénégal. Les manuscrits là se trouvent au Sénégal, se trouvent à la bibliothèque de Tombouctou et se trouvent aussi à la bibliothèque du Paris. Hein? Quand vous partez à la bibliothèque de Paris, il y a ce qu'on appelle Omarien. Omarien, c'est Omar Fouti. Donc, il y a plusieurs ouvrages de ces hommes-là qui sont là-bas, qui sont reconnus par nous ici, que nous, ministère de la Culture, l'enseignement supérieur, pouvaient faire en sorte que dédier d'équipes de recherche qui puissent valoriser, traduire et que ça puisse être bénéfique pour notre pays, pour notre histoire et pour notre identité culturelle. Et qu'est-ce que vous avez décidé de mettre comme titre pour ce livre? Moi, personnellement, j'ai eu à écrire plusieurs articles. Les articles, ce sont des articles scientifiques qui nous permettent de faire, c'est pas beaucoup, souvent c'est 10 à 15 à 20 pages maxi, qui sont publiés au niveau international. J'ai eu à participer à plusieurs conférences au niveau international, que ce soit même des Américains, avec des Américains dont j'ai participé, pour parler de ces gens-là. Donc, ce que nous avons décidé ici, il faut tout faire pour mettre la lumière de ces ouvrages-là. Je vous dis, si vous me le permettez, il y a un ouvrage, par exemple, ou quelques ouvrages de Kran Koutoubou, qui parlent, par exemple, comment se comporter et quels sont les traits de caractère dont un croyant ou un musulman doit adapter. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en crise de valeurs, de l'éducation. Et que nous sommes en train de chercher à réadapter nos systèmes éducatifs et peut-être emprunter ou emporter quelques valeurs. Et pourtant, nous avons des erreurs intrinsèques de notre pays qui pouvaient nous servir à trouver des solutions dans les crises socio-politiques et économiques de notre pays. Pour revenir au titre du livre, c'est tout simplement Karansa Oyelali ou bien... Ce que je puisse mettre ici la lumière, c'est Noubzatoun an Hayat Karamogo Yadali. C'est-à-dire que quelques résumés de la vie de ce grand homme.
D'accord. Alors, quelque part dans le livre, vous avez parlé déjà de sa naissance, Oui. de son lien avec d'autres grands savants et de ses quelques miracles. Est-ce que vite fait, on peut faire un petit résumé? Effectivement, comme je l'avais dit tantôt, il a été enseigné par son papa, par son oncle. Ici, par exemple, quand vous prenez Grand Sankoun, quand vous prenez Grand Mustafa, ceux-ci l'ont enseigné. Et par rapport à ces miracles, et c'est ça, pour parler de tout ce qui est la métaphysique, il est très difficile par rapport à notre génération. La fois dernière, dans les procès, quelqu'un parlait de l'importance de l'affaire et comment lui, le fer a pu cacher fer. Quand nous, les personnes, quand on fait un jugement par rapport à notre religion, à notre réalité, quand nous n'avons pas atteint la valeur de ces hommes, on ne pourrait pas se rendre compte par rapport à la fiabilité de ces choses-là. Mais il faut y vivre ou connaître avant de juger. Donc, ce que je peux vous dire ici, ce monsieur était venu s'installer à Koubia, d'accord, à partir de 1901. Un jour, il était sorti pour aller au champ, il y a eu feu de forêt. Et que tout le monde a peur de ce feu de forêt. Ce monsieur s'est permis à dire un seul nom d'Allah. Ya Latif. Ya Latif, ça veut dire quoi? Oh, nous demandons ta grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Latif, c'est-à-dire quelqu'un qui a pitié. Il n'y a plus eu feu. Il n'y a plus eu feu. On disait aussi que par rapport à son enseignement, par rapport à son savoir, qu'il était surdoué en fait, dès l'enfance. Il était intelligent d'une manière extraordinaire. Il n'était pas un homme ordinaire comme nous. Je vous donne un exemple pour confirmer cela. C'est été rapporté par Al-Bakasso Diaby, il est issu de Touba aussi, il était à Kindia. Il nous a fait savoir que, à travers le canal de Mfamadi, qu'un jour, il y a un livre, parce que lui, il est soufi. Soufi, ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui adorent que Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne cherchent pas ce bas monde, qui se sont conservés à adorer que Allah. Le soufisme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cet ouvrage qui parle de ça, ça les a plu. Ils ont aimé l'ouvrage. Ils ont dit à le monsieur de le permettre de retranscrire l'ouvrage. Le monsieur n'a pas voulu accepter. Ce monsieur l'a dit, il n'y a pas de problème. Il est rentré la nuit dans la chambre. Le lendemain, il est sorti avec l'ouvrage. Quand on fait la comparaison, on a trouvé que c'est typique. Attends, je n'ai pas bien compris. Ça veut dire quoi? Vous venez me voir avec cet ouvrage. Voilà l'ouvrage que je veux que vous me donnez pour que je puisse photocopier. Je vous trouve que vous ne refusez pas, mais je sens en vous que vous ne voulez pas. Je dis, OK, comme l'ouvrage ne m'appartient pas, ça vous appartient, vous et moi, nous vous appartenons à Allah, je demande l'ouvrage à Allah subhanahu wa ta'ala. Il rentre dans son khalwa, la nuit, avant la matinée, Dieu lui a donné le savoir d'écrire l'ouvrage en entier. Il est venu comparer, c'était typique, qu'on appelle copie conforme. Qui a fait cela? C'était ce monsieur qu'on appelle Al-Sheikh Yadali, Nazil Koubia. Incroyable. D'accord. Allez, beaucoup d'autres miracles. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu en fait sa descendance aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a un Fidao qui porte son nom même à Koubia. Chaque année, les gens y vont. Plusieurs millions de... Bon, je ne vais pas dire millions, mais en tout cas, plusieurs milliers de Guinéens y vont chaque année pour un Fidao. Au fait, il y a quelque chose, il y a une particularité, je peux me permettre de le dire aujourd'hui, c'est cette remarque que je l'ai faite. Quand vous prenez, même actuellement, les hommes qui marquent l'histoire de la Guinée, ils sont tous en majorité, pour ne pas dire tous, issus de grandes familles, des gens qui ont servi l'islam. Je me permets de le dire ici sans me tromper. Quand vous prenez le grand-père de Tcherno Saadou Dalin, qui est le grand-père de Célou Dalin, Sidia Touré, du nom politique, mais il est Sidia Diaby. Il est issu d'une grande famille scientifique. Donc, quand vous prenez Ousmane Kaba, il est issu d'une grande famille scientifique. Donc, je me fais devoir de résumer ceci pour dire que ces grands hommes, quelle qu'en soit la situation qu'ils peuvent prévoir, leurs descendants resteront toujours intacts sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils auront toujours une particularité différente des autres hommes. Donc, sur ce, avec tous ces descendants, du côté papa et du côté des garçons comme paternels comme maternels, des enfants, garçons comme filles, ont eu à avoir des descendants qui se battent jusqu'à nos jours. C'est pourquoi vous parlez de Fidao. Quand on parle de Fidao, c'est les descendants qui tiennent toujours à restaurer, à garder cette identité qui est là. Et que ce que nous lançons comme appel à ces gens, c'est afin qu'ils puissent mobiliser des fonds. Quand l'État n'est pas encore prêt, essayer de travailler sur ces ouvrages-là afin qu'on puisse les publier. Les travaux ont commencé il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas encore un mois. D'autres, les travaux scientifiques de certains aussi de même ville, en train d'être publiés. Donc demain, ça pourrait être leur tour et que je me lance un devoir aussi personnellement et je lance un appel à tout le monde afin si qu'ils ont les moyens
intellectuels qui puissent ouvrir. Il ne s'agit pas de publier aujourd'hui. Vous pouvez faire un travail scientifique aujourd'hui, même après 20 ans, qui peut être exploité. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Et si le ministère et les nouvelles autorités nous écoutent, qu'ils puissent s'intéresser, créer une commission culturelle scientifique qui pour la restauration de notre identité, avant même de le prévoir comme patrimoine au niveau de l'UNESCO. Docteur Mansaly Ibrahim, auteur de plusieurs articles scientifiques et d'œuvres aussi, d'ouvrages. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci bien. Merci. Allez, ça n'est fini pour ce numéro de votre émission Ici en Guinée. On se retrouve pour un autre numéro avec Starter Production. À très bientôt. Avec Starter, réalisez vos projets audiovisuels. Nous intervenons à chaque étape de la conception de vos réalisations photos et vidéos avec une expertise tout droit importée d'Europe. Support digital, documentaire, vidéo institutionnelle, événementiel ou promotionnel. Starter collabore à divers projets impliquant des entrepreneurs, des sociétés, des institutions publiques et privées, des personnalités politiques ou des associations. Ces expériences nous ont permis de voyager et d'élargir nos horizons à travers le monde. D'autre part, Starter a parcouru une grande partie de la Guinée en réalisant des documentaires sur les différents aspects de sa société. Vous avez un projet à réaliser, pour nous joindre, c'est simple. Contactez le 625 33 54 78 625 33 54 78.